Bonjour à tous, bienvenue à UGC Ciné-Cité Léal. Nous sommes dans une projection de ciné-cassette, c'est tous les dimanches soirs à 21h, enfin c'est pas tous les dimanches soirs, mais c'était là pour 10 séances, il en reste plus que 2 ce soir, donc La Mouche de David Cronenberg, un film de 1986, et dans 15 jours, la semaine prochaine c'est relâche, et dans 15 jours vous pourrez voir le dernier, The Thing de John Carpenter. Il y avait un petit problème sur le site internet qui disait que le film était complet, mais non, il reste de la place, donc n'hésitez pas à réserver, c'est pour dans 15 jours. Et à la fin, comme ça, quand on commence à arriver sur les derniers films, j'aime bien ce moment parce que on s'aperçoit quand même que tous ces films que je vous ai proposés, ils se répondent quand même, ils dialoguent entre eux. Quand on pense La Mouche aujourd'hui, The Thing dans 15 jours, le film de Carpenter le plus Cronenbergien, on va dire. C'est vraiment des univers qui s'entremêlent et qui s'entrecroisent. Et puis La Mouche, je pense aussi à Gremlins, que je vous ai présenté il y a quelques temps, qui est un film très différent de celui que vous allez voir aujourd'hui. Et pourtant, que de points communs dans le rapport à l'entropie, par exemple, c'est-à-dire à l'idée de système de dérèglement, c'est-à-dire un corps ou un organisme qui fonctionne jusqu'à un certain point, puis très vite il y a un dérèglement. Et à quel point l'humanité peut être démunie par rapport à cette notion de dérèglement. Donc voilà, les films se répondent, et tout ça était dans des vidéoclubs dans les années 80, sur des étagères, des films qui étaient là a priori que pour le divertissement, mais en même temps dans toute cette cinéphilie, il y a eu énormément de réalisateurs qui ont fait date et qui ont été des penseurs, et aussi des artistes, des grands artistes et des grands penseurs. Certains ont été reconnus rapidement, comme Scorsese dont je vous parlais la semaine dernière, et pour d'autres ça a été un petit peu plus long. C'est notamment le cas pour David Cronenberg. David Cronenberg aujourd'hui, c'est un vrai cinéma d'auteur reconnu, c'est le cinéaste de la modernité avec David Lynch, on va dire, le cinéaste de la modernité de la fin du 20e, du début du 21e. Lui, il dit « je suis le cinéaste du 22e siècle », en toute modestie. Il n'est pas si modeste que ça, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, mais c'est évidemment tout en venant d'un cinéma qui était... même pas un cinéma de série B, là c'était Joe Dante dont je vous ai dit, il a amené les thèmes du cinéma du genre et du cinéma B dans le cinéma A. Là on est carrément au début de la carrière de Cronenberg dans ce qu'on appelle des séries Z, c'est-à-dire des films qui se conjuguent au mauvais goût de l'érotisme chic ou pas et du porno soft. La boîte de production qui a produit ces premiers films produisait comme ça des films un peu sous le manteau de très mauvaise qualité. Et il y en avait dans les vidéoclubs, et les premiers films de Cronenberg, en fait, ils étaient un petit peu sur ces étagères-là, hein. Frisson, Rage, Chromosome 3. C'est des films qu'on voyait parfois à la chaîne, histoire de chercher une sensation, un sentiment un petit peu bizarre, et c'est ça qui a commencé par faire sa réputation. Mais au fait, c'est de l'expérimental. Lui, il vient du monde expérimental, il vient du cinéma underground, expérimental, et c'est par là qu'il va se faire. C'est pas nécessairement le cinéma qui l'intéresse en premier. D'ailleurs, il pense avant tout à écrire. Pour lui, l'écriture est extrêmement importante d'ailleurs, et les dialogues sont extrêmement importants dans le cinéma de Cronenberg. Il vient de là, et petit à petit, il va se faire une réputation après Chromosome 3 avec Scanner, qui est le premier film qui a un succès assez important, Vidéodrome, puis Dead Zone, qui va également fonctionner. Et voilà, le premier film pour lequel il aura un budget relativement important avec des rapports avec un studio, c'est la Fox qui distribuera le film. C'est La Mouche, le film que vous allez voir ce soir. Mais même là, on est encore dans un film de genre qui va très bien fonctionner, hein, qui va même cartonner. Il y a plus de 2 millions d'entrées en France. Mais on ne voit pas encore la spécificité réelle de son cinéma. Elle apparaît juste après, en fait, hein, dans les films suivants, que sont Faux Semblants et Le Festin du Naked Lunch, d'après William Burroughs. Et à partir de là, oui, on se dit, on tient un cinéaste qui ne marche pas dans les mêmes pas que les autres, et qui nous propose justement une création, une nouveauté, quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, une inquiétante étrangeté qui ne ressemble qu'à elle-même et qui ne cesse en même temps d'évoluer, parce que ces films vont être à chaque fois jusqu'au Linceul, que j'espère que vous avez vu ou que vous allez pouvoir voir, qui est actuellement en exploitation. Alors c'est assez drôle d'ailleurs, les Linceuls, parce que c'est un film qui était à Cannes l'année dernière. Et puis pour des raisons un petit peu obscures, il sort qu'avec un an de décalage. Et c'est un film qui a été éreinté l'année dernière à Cannes, hein. Toutes les critiques ont été relativement négatives.
Et il y a cette phrase qu'on entend pratiquement pour tous les films de Cronenberg, il y a toujours un critique pour dire cette fois-ci il s'est planté. Bon, c'est pas toujours le même journaliste qui le dit, mais cette fois-ci il s'est planté. Alors c'est assez impressionnant, mais c'était les critiques de l'année dernière. Et comme le film ne sort qu'un an après, les mêmes journaux aujourd'hui, un an après, ont digéré le film et les critiques sont à nouveau positives et intéressantes. Ouais, il faut du temps pour digérer les films de Cronenberg, incontestablement. Il faut un petit peu de temps pour digérer cet univers extrêmement différent. Vous voyez Crash, par exemple, qui est un film qui a fait un scandale monumental à Cannes, un des plus gros scandales de l'histoire de Cannes, où c'était insupportable pour énormément de monde de voir cette humanité qui recherche le plaisir physique à travers la notion d'accident de la route. C'est vrai que c'est une idée un peu originale, on peut le dire. Mais quand le film est ressorti il y a quelques années avec des générations beaucoup plus récentes, et ben le film, en fait, au contraire, a eu énormément de succès et en fait, il était en avance, très clairement, sur la notion du corps par rapport à une jeunesse qui aujourd'hui le comprend mieux pour celui-là. Pour les linceuls, ça prendra encore un petit peu de temps. Mais la mouche, non. La mouche, ça a marché tout de suite, effectivement. C'est un petit peu un hasard et un concours de circonstances ou bien un malentendu qui fait que ce que les spectateurs sont venus chercher dans la mouche, qui était un effroi et une inquiétante étrangeté, une horreur, tout simplement, a fonctionné également au premier degré. Et donc c'est son film qui a eu le plus de succès en salle, incontestablement. Il y a eu une fascination autour de ce film. Mais voilà, fascination ou rejet, on est toujours dans un rapport qui est un rapport assez étrange au corps. Voilà, il faut bien le dire. Ce qui est au centre du cinéma de Cronenberg, c'est le corps. C'est assez étonnant d'ailleurs de se dire qu'un cinéaste qui en même temps va être prisé par les intellectuels, donc par, on va dire, l'esprit, normalement ce qui s'oppose au corps. Normalement, la pensée, elle n'est pas du côté du corps, normalement elle est du côté de l'esprit, et le corps fait obstacle. Dans la pensée traditionnelle occidentale, le corps fait obstacle à la pensée. Et donc, on est dans une pensée minoritaire et on est dans une vision minoritaire de la pensée chez Cronenberg. C'est comme chez Ovide, par exemple. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas une façon de penser extrêmement classique qui en Occident, qui consiste à mettre le corps au cœur de la pensée. Et c'est ce qui se passe dans le cinéma de Cronenberg. Et en plus, le corps. Alors le corps, il y en a toujours dans le cinéma. Enfin, je veux dire, il n'y a que ça de toute façon. Mais le corps est en action en général dans le cinéma. Et là, le corps n'est pas en action, le corps est en devenir. Le corps est en train de devenir. Le corps est toujours en train de devenir. Et le film, lui aussi, n'est pas une succession d'actions, une situation qui donne une action, qui donne une nouvelle situation. C'est une sorte de continuité, réellement imprévisible et ininterrompue. On a ce sentiment-là dans la mise en scène de Cronenberg, le sentiment comme d'une mélodie indivisible, en quelque sorte. C'est particulièrement le cas dans La Mouche. Ça permet de faire des films relativement courts, des films d'1h30. Il y a en général une épure, rien d'inutile dans le cinéma de Cronenberg. Et on a comme ça ce corps qui n'est pas en action, mais qui est en devenir. C'est pas tout à fait la même chose et c'est difficile à comprendre, effectivement. Ça veut dire que ce qui est premier, c'est le changement, c'est le mouvement. C'est l'inverse de ce que je vous ai dit quand on a parlé de Michael Mann, un cinéma ontologique qui cherchait l'être, tel que les choses sont. Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est pas qu'est-ce que c'est. On va expliquer les choses qui sont par ce qui change. On va expliquer ce qui ne change pas parce qu'il change. En Occident, en général, on fait le contraire. On explique ce qui change parce qu'il ne change pas. On cherche des constantes, on cherche l'ontologie, on cherche à être rassuré par ce qui est. Dans le cinéma de Cronenberg, c'est le mouvement qui est permanent et donc on n'a jamais de certitude parce que tout est en permanence en train de changer. Comme chez Ovide, voilà. Comme chez Ovide, c'est un poète qui a écrit deux poèmes énormes, Les Métamorphoses. Il a inventé le mot métamorphose et l'art d'aimer. On est tout à fait dans Cronenberg pour les deux, poète qui était contemporain du Christ environ et un poète qui ressemble énormément à ce que Cronenberg a voulu faire en termes de démarche artistique, c'est-à-dire vraiment
une idée de la métamorphose à travers le corps, une personnification même des idées. Tout passe par le corps. Alors je vais vous lire un tout petit passage d'Ovide, j'en ai pas pour long. Dans les métamorphoses, les passions, les sentiments prennent corps, deviennent des personnages. Par exemple, l'envie devient Invida, c'est un personnage. Pour décrire un sentiment, il prend un personnage et il décrit son corps. La pâleur habite son affreux visage. Son corps horrible et décharné. Son regard louche et sombre et égaré. Une rouille livide couvre ses dents. Son cœur s'abreuve de fiel et sa langue distille du poison. On est vraiment là, hein. On est vraiment dans ce que vous allez voir. Il y a une filiation extrêmement importante entre la poésie d'Ovide et le cinéma de Cronenberg. Nous ne savons pas ce que peut un corps. Ça, c'est Spinoza qui le dit au XVIIe siècle. Il dit, vous êtes tous là sur l'esprit, vous ne savez même pas ce que peut un corps. Le cinéma de Cronenberg, c'est un cinéma puissant parce qu'il va nous donner à voir les possibilités d'un corps auquel on n'avait pas pensé, pas du tout. C'était absolument impensable et on va voir ce corps dans ses possibilités. La conscience dans le cinéma de Cronenberg devient modeste, comme chez Nietzsche, comme chez Freud. Il a fait un film sur la psychanalyse qui s'appelle A Dangerous Method, qui raconte à travers l'histoire d'amitié entre Freud et Jung la naissance de la psychanalyse. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le film est principalement tourné autour de Jung, alors que Cronenberg est profondément freudien. Mais enfin, voilà, la conscience, elle n'est que le symptôme d'une transformation qui est plus profonde. C'est difficile, hein, on s'y perd, mais enfin voilà, il y a une transformation plus profonde que la conscience. Et quelle est cette transformation ? En tout cas, elle n'est pas spirituelle. Il n'y a pas de spiritualité chez Cronenberg, ça il ne cesse de le dire. Il est existentialiste athée, pas de Dieu chez Cronenberg, incontestablement. Et donc, il y a comme un paradoxe, parce que comment un corps peut se dépasser lui-même, comment un corps peut créer de la nouveauté, être dans la création, se dépasser lui-même, donc atteindre à une transcendance, s'il n'y a pas de Dieu. En fait, on est proche de la pensée de Darwin, on est proche de la notion d'évolution. Et c'est ça, en fait, qui se passe, c'est une évolution constante. Alors, quand on pense Darwin, souvent on pense sélection naturelle, mais la sélection naturelle, elle est secondaire dans la pensée de Darwin. En fait, ce qui est premier, c'est la descendance avec variation, avec modification, c'est-à-dire la création permanente d'espèces qui arrivent avec de l'imprévisibilité, des accidents. Vous allez voir, des accidents, il peut y en avoir... une mouche qui rentre dans un espace qui n'était pas prévu, par exemple, ça peut être une nouveauté en termes d'évolution et une création de nouvelles espèces. De l'imprévisibilité, des accidents. Et le schéma auquel ça ressemble, c'est pas vraiment un arbre avec une racine, c'est des rhizomes en fait. C'est des tas de choses qui rentrent en relation et du changement permanent avec des accidents. Alors les accidents, on les trouve effectivement fréquemment dans le cinéma de Cronenberg, les épidémies, les infections généralisées, etc., etc. Ce qui n'est pas possible par contre, c'est la fusion nécessairement dans cette évolution. Tout doit bifurquer et il n'y a pas de fusion possible entre deux espèces. Il n'y a pas de fusion possible, c'est le tragique dans le cinéma de Cronenberg et c'est le tragique dans le film que vous allez voir. C'est son obsession réellement existentielle à Cronenberg, ses métamorphoses à partir du corps. Son idée existentialiste de base, c'est il m'est donné d'exister, et c'est à moi d'essayer d'être le maître de mon devenir. Voilà, c'est une phrase presque nietzschéenne, c'est « deviens ce que tu es ». C'est ça ce qui se passe dans Cronenberg, la nouvelle chair, le nouveau corps. Parfois ça marche pas, souvent ça marche pas, mais ce sont toujours des tentatives et des tendances vers cette nouvelle humanité que nous propose David Cronenberg. Voilà, je vous ai plongé dans une ambiance intérieure. Je vous laisse avec La Mouche, Jeff Goldblum. Je vous souhaite une bonne séance et je vous retrouve dans 15 jours. Bonne soirée à tous.